Bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs, dans cet espace hors du temps. Une bulle de réflexion où nous prenons le temps d'écouter les murmures de l'âme humaine. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ma voix vous guider à travers un voyage extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une œuvre littéraire profondément touchante. Une compilation d'histoires vraies introduite par le célèbre Stephen R. Covey, connu sous le nom de La grandeur au quotidien, ou dans sa belle traduction vietnamienne, Ht Jing Tam Chen, Vt Qua Th Dash. Ce qui signifie littéralement les graines de l'âme pour surmonter les défis. Ce livre n'est pas un simple recueil de récits, c'est un miroir tendu vers ce qu'il y a de plus noble, de plus résistant et de plus beau en chacun de nous. Nous vivons dans un monde souvent tumultueux, un monde où les crises, les tragédies et les cynismes semblent parfois étouffer toute lueur d'espoir. Pourtant, comme nous allons le découvrir ensemble, c'est précisément dans l'obscurité la plus dense que les étoiles brillent avec le plus d'éclat. La grandeur ne réside pas toujours dans les actes héroïques qui font la une des journaux, mais très souvent dans les choix silencieux, les sacrifices intimes et les actes de compassion quotidiens qui redéfinissent notre humanité. Commençons notre exploration par une réflexion sur la valeur que nous accordons aux autres et à nous-mêmes. Une notion magnifiquement illustrée par une histoire qui se déroule sur la lointaine île de Kiniwata, dans l'océan Pacifique. Imaginez un jeune homme nommé Johnny Lingo, un commerçant respecté, vif et intelligent. Dans la tradition de son île, pour épouser une femme, il faut offrir une dot en vache au père de la mariée. La norme veut que 2 ou 3 vaches suffisent pour une épouse convenable, et 4 ou 5 pour une femme d'une beauté exceptionnelle. Pourtant, lorsque Johnny décide d'épouser Sarita, une jeune femme que les villageois considèrent avec une cruelle condescendance comme étant laide, maigre et effacée, il offre à son père la somme faramineuse de 8 vaches. Les habitants de l'île se moquent de lui, persuadés que le vieux père de Sarita a dupé le commerçant le plus avisé de la région. Mais l'observateur extérieur de cette histoire découvre bientôt la vérité éblouissante derrière cet acte. Lorsqu'il rencontre Sarita quelques mois plus tard, il ne voit plus la fille courbée et craintive d'autrefois, mais une femme rayonnante, gracieuse, dotée d'une assurance et d'une beauté indéniables. L'explication de Johnny est une véritable leçon de psychologie humaine. Il savait que les femmes du village se vantaient de la valeur de leur dot. Il ne voulait pas que la femme qu'il aimait se sente inférieure. En payant 8 vaches, il ne cherchait pas à acheter une épouse. Il cherchait à lui offrir un miroir dans lequel elle pourrait voir sa propre valeur inestimable. Johnny Lingo n'a pas seulement changé le statut social de Sarita. Il a transformé son âme en lui insufflant la conviction qu'elle valait plus que quiconque. Cette histoire nous rappelle avec une force poignante que lorsque nous traitons les gens non pas comme ils sont, mais comme ils pourraient être, nous libérons un potentiel insoupçonné. Le regard que nous portons sur l'autre a le pouvoir littéral de le ressusciter ou de l'anéantir. Et cette idée de prendre soin de l'individu, de s'attarder sur une seule vie plutôt que d'être submergé par la masse, nous amène naturellement à une autre réflexion. Celle inspirée par une citation de Mère Teresa qui disait que si l'on ne peut pas nourrir 100 personnes, il faut au moins en nourrir une. C'est exactement ce qu'a fait un homme ordinaire observant la nature sur un petit rocher qu'il appelait l'île aux oies. Chaque printemps, une mère oie venait y couver ses œufs. L'homme, fasciné par ce rituel, lui apportait du pain. Un jour, il remarque qu'un des 6 œufs ne parvient pas à éclore. L'oisillon à l'intérieur est trop faible pour briser sa coquille et risque de mourir étouffé. Avec une délicatesse infinie, bravant la méfiance de la mère, l'homme brise doucement la coquille, sort le petit être inerte, le réchauffe contre sa chemise avant de le rendre à sa mère. Le lendemain, le jour de la fête des mères, il retourne sur l'île et voit la mère oie parader fièrement avec ses 6 petits. Ce geste, bien que minuscule à l'échelle de l'univers, a représenté la vie entière pour ce petit oisillon. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans notre capacité à prêter attention aux détails, à tendre la main à celui qui lutte silencieusement juste à côté de nous. Mais que se passe-t-il lorsque la lutte n'est pas celle d'un autre, mais la nôtre, et que l'adversaire est la mort elle-même? C'est ici que le destin de John Baker nous frappe en plein cœur. Au printemps 1969, John est un athlète de 24 ans, un coureur de fond exceptionnel qui se prépare pour les Jeux Olympiques de 1972. Il est l'incarnation même de la force, de la vitesse et de la vitalité. Devenu entraîneur dans une école primaire d'Albuquerque, il est adoré par ses élèves pour sa bienveillance et sa capacité à écouter leurs moindres soucis. Mais soudain, le cauchemar s'abat sur lui. Des douleurs fulgurantes le conduisent chez le médecin,
et le diagnostic tombe comme un coup près, un cancer des testicules à un stade avancé. Après une première opération, on lui annonce qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Ses rêves olympiques s'effondrent, son avenir est réduit à néant. Dans un moment de désespoir absolu, John conduit sa voiture au bord d'une falaise, déterminé à en finir pour épargner la souffrance à sa famille. Mais alors qu'il s'apprête à lâcher les freins, le visage de ses jeunes élèves lui apparaît. Comment pourrait-il se suicider alors qu'il leur a toujours enseigné de ne jamais abandonner face aux difficultés? Frappé par la honte, il recule et prend une décision qui va transcender sa propre mort, peu importe le temps qui lui reste. Il va le vivre pour ses enfants. Et c'est ce qu'il fait. Malgré les douleurs atroces de la chimiothérapie, malgré la propagation du cancer à son cou et à son cerveau, John refuse les analgésiques puissants pour garder l'esprit clair et continuer à entraîner ses élèves. En particulier une équipe de petites filles nommées les Duck City Dashers. Il leur inculque la valeur de l'effort, il crée des coupes pour récompenser non pas la victoire, mais la persévérance. Il va même jusqu'à effacer son propre nom de ses anciens trophées pour les offrir à ses élèves. John Baker a transformé sa tragédie personnelle en une source d'inspiration inépuisable pour toute une communauté. Il a repoussé la mort de 18 mois par la seule force de sa volonté et de son amour pour ses enfants. À sa mort, l'école entière a voté pour être rebaptisée à son nom, immortalisant ainsi l'esprit d'un homme qui a choisi de donner la vie alors même qu'il était en train de la perdre. Cette abnégation totale, ce choix de se sacrifier pour le bien-être des autres, trouve un écho tout aussi retentissant dans la vie de Mary Clark, devenue sœur Antonia. Imaginez une femme ayant grandi dans le luxe de Beverly Hills, fille d'un homme d'affaires prospère, mariée, mère de 7 enfants, vivant dans le confort absolu. Pourtant, après un divorce douloureux qui brise ses rêves de famille parfaite, elle ressent un vide existentiel. Un jour, en se perdant dans les rues de Tijuana au Mexique, elle découvre la prison de la Mesa. Ce qu'elle y voit la bouleverse, une misère insoutenable, des malades agonisant sur le sol, une violence omniprésente. Au lieu de fuir ce cauchemar, elle décide d'y rester. À l'âge de 63 ans, elle revêt l'habit de religieuse et s'installe volontairement dans une cellule de 10 mètres carrés, sans eau chaude. Au milieu des meurtriers, des voleurs et des toxicomanes. Pendant plus de 30 ans, sœur Antonia, que les prisonniers appellent affectueusement leur mère Teresa, va laver les corps, soigner les blessures, chercher des médicaments et surtout, offrir un amour inconditionnel. Elle marche calmement au milieu des émeutes et des fusillades, les bras ouverts, et les prisonniers s'arrêtent de tirer par respect pour elle. Elle explique sa philosophie avec une simplicité désarmante, elle est le crime, mais elle ne peut rester indifférente aux criminels. Lorsqu'elle rencontre un jeune voleur, elle ne le juge pas, elle le prend dans ses bras et l'amène à réfléchir sur les conséquences de ses actes. Sœur Antonia a compris que la véritable richesse ne se trouve pas dans les villas de Beverly Hills, mais dans le don de soi. Elle affirme n'avoir jamais connu un seul jour de véritable souffrance ou de désespoir depuis qu'elle vit dans cette prison. Car elle a trouvé un sens profond à son existence. Et ce besoin de trouver un sens, de préserver la dignité humaine au milieu de l'horreur, nous transporte inévitablement vers une autre tragédie. Celle de la guerre en Bosnie. Nous sommes en mai 1992, à Sarajevo. Une file de personnes affamées attend devant l'une des rares boulangeries distribuant encore du pain. Soudain, un obus de mortier s'abat sur la foule, tuant 22 innocents dans un bain de sang effroyable. Non loin de la vie Vedran Smelović, un brillant violoncelliste de l'opéra de Sarajevo. Témoin de ce massacre depuis sa fenêtre, son âme est déchirée. Mais au lieu de céder à la haine ou à la folie, il choisit de combattre la barbarie avec la seule arme dont il dispose, la beauté. Pendant les 22 jours qui suivent, à l'heure exacte de l'explosion, il revêt sa tenue de concert complète, prend son violoncelle, descend dans la rue en ruine, s'assoit à côté du cratère de l'obus et joue l'adagio en sol mineur d'Albinoni. Sous la menace constante des tireurs d'élite et des bombes, il joue pour les morts, il joue pour les vivants terrés dans les caves. Il joue pour rappeler à l'humanité qu'elle est capable de créer autre chose que la destruction. Ce geste d'une bravoure inouïe a bouleversé le monde entier et a inspiré un compositeur anglais à écrire une pièce intitulée Le violoncelliste de Sarajevo. C'est cette même pièce que le légendaire Yo-Yo Ma a interprétée lors d'un festival international. À la fin de sa performance, alors que le silence lourd de l'émotion pesait sur la salle, Yo-Yo Ma a invité un homme du public à le rejoindre sur scène. C'était Vedran Smelović en personne. Les deux hommes, l'un en smoking immaculé, l'autre en tenue de cuir usé par la guerre,
se sont étreints en pleurant. Unis par le langage universel de la musique et de la compassion. La musique, l'art, la gentillesse, sont autant de boucliers contre le désespoir. Mais parfois, la gentillesse prend la forme d'une simple aide financière qui peut changer le cours de plusieurs générations. C'est l'histoire poignante du père de l'écrivain Alex Haley, Simon Alexander Haley. Né en 1892 dans une famille de fermiers noirs pauvres du Tennessee, Simon est poussé par sa mère, une femme stricte mais visionnaire, à poursuivre ses études malgré les réticences de son père qui aurait préféré le voir travailler au champ. Avec seulement $50 en poche, Simon part pour l'université. Il cumule les petits boulots épuisants, se lève à 4 heures du matin pour allumer les feux dans les maisons des riches blancs. S'endort souvent sur ses livres d'études et subit les moqueries de ses camarades à cause de ses vêtements usés. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, épuisé et fauché, il trouve un emploi d'été comme serveur dans les wagons-lits de la compagnie Pullman. Une nuit, sur le trajet vers Pittsburgh, il sert un verre de lait chaud à un couple de passagers qui n'arrivent pas à dormir. Le mari, impressionné par la politesse et la prestance du jeune homme, l'interroge sur ses études. Simon répond avec dignité, sans s'apitoyer sur son sort. Le lendemain matin, l'homme lui laisse un pourboire extraordinaire de $5. Mais la véritable surprise survient quelques semaines plus tard, lorsque Simon, de retour à l'université, est convoqué par le directeur. L'homme du train, un riche éditeur à la retraite nommé R.S.M. Boyce, a décidé de payer l'intégralité des frais de scolarité, de la pension et des livres de Simon pour toute l'année. Ce geste de générosité inattendue a permis à Simon de se consacrer pleinement à ses études, d'exceller, d'obtenir une bourse pour l'université de Cornell, et de fonder une famille brillante. Des décennies plus tard, son fils Alex Haley, devenu un auteur célèbre, pleure de gratitude dans les bureaux luxueux d'un éditeur new-yorkais en pensant à ce monsieur Boyce. Sans cet inconnu, la famille Haley serait restée confinée à la pauvreté des champs de coton. Cette histoire illustre la loi de la bonté, un acte de générosité pur ne meurt jamais, il se multiplie à l'infini. Et parfois, ironiquement, c'est en essayant d'aider les autres que l'on se sauve soi-même. Prenons l'exemple de Bill Wilson, un homme dont la vie était détruite par l'alcoolisme. Après d'innombrables séjours en cure de désintoxication, il se retrouve une fois de plus à l'hôpital, désespéré. Son médecin a alors une idée brillante et peu conventionnelle, il propose à Bill d'aller parler à un jeune patient dans la chambre voisine. Un alcoolique qui en est à son premier séjour, pour lui servir de repoussoir, pour lui montrer à quoi ressemble une vie ruinée par l'alcool. Bill accepte, pensant manipuler le médecin pour obtenir plus d'alcool. Mais en s'asseyant avec ce jeune homme, en lui parlant de la nécessité de trouver une force supérieure, qu'on l'appelle Dieu ou la vérité. Pour vaincre cette maladie, quelque chose se produit en Bill. Le fait de conseiller quelqu'un d'autre éveille en lui une soif de vivre utilement, une volonté qui était enfouie sous des années d'ivresse. En sortant de cette chambre, Bill a oublié son envie de boire. Il vient de poser, sans le savoir, la première pierre des alcooliques anonymes, un programme mondial qui sauvera des millions de vies. En tendant la main à un frère de souffrance, Bill a trouvé la clé de sa propre guérison. La solidarité et l'amour familial sont également des moteurs d'une puissance inouïe pour surmonter l'insurmontable. C'est ce que nous prouve l'histoire d'Antonio Cea, un jeune homme de 25 ans vivant dans un quartier défavorisé de Miami. Antonio vient de terminer ses études universitaires et rêve de devenir avocat ou policier pour échapper à la pauvreté. Mais son monde s'écroule lorsque sa mère, son seul pilier, lui annonce qu'elle est atteinte du sida, contracté par un homme en qui elle avait confiance. À sa mort, Antonio se retrouve face à un choix déchirant. Poursuivre ses propres rêves de réussite et laisser ses 4 jeunes frères et sœurs être placés dans des familles d'accueil séparées. Ou abandonner sa jeunesse, s'endetter et assumer le rôle de père. Antonio choisit l'amour. Il choisit la famille. Il se bat devant les tribunaux pour obtenir la garde de ses frères et sœurs. Du jour au lendemain, il devient un chef de famille strict et aimant. Il instaure des règles, exige que chacun participe aux tâches ménagères, vérifie les devoirs avec une intransigeance absolue. Et pousse chaque enfant à se trouver une passion, que ce soit le sport ou la musique, pour les éloigner des dangers de la rue. Il sacrifie ses nuits, jongle entre son travail de conseiller psychologique pour enfants et ses responsabilités parentales. Lorsque la fatigue et le doute l'assaillent, il regarde l'urne contenant les cendres de sa mère et se souvient de sa promesse. Antonio n'a pas seulement sauvé ses frères et sœurs de la délinquance, il leur a offert un avenir.
prouvant que le véritable succès ne se mesure pas au compte en banque, mais à la capacité de maintenir une famille unie face à l'adversité. Cet engagement absolu envers la jeunesse, nous le retrouvons chez ce jeune professeur fraîchement diplômé. Affecté dans une école primaire d'un quartier pauvre de Washington. Dans sa classe de CM1 se trouve Rommel, un garçon de 10 ans, intelligent en mathématiques, passionné par le dessin. Mais totalement incapable de lire. Le système scolaire l'a laissé passer de classe en classe sans jamais résoudre son problème. Et la direction de l'école le considère comme une cause perdue. Mais ce jeune professeur refuse d'abandonner Rommel à son sort. Il découvre que l'enfant est fasciné par les histoires qu'il lit à voix haute, comme Harry Potter. Le professeur décide alors de sacrifier son temps libre, refusant d'être payé, pour donner des cours particuliers à Rommel chaque semaine. Il invente des méthodes ludiques, associe les lettres à des personnages de dessins animés créés par Rommel lui-même. La patience, la persévérance et surtout l'empathie du professeur finissent par percer le mur de l'ignorance. Rommel, qui ne connaissait que la honte et la frustration, se met à lire, puis à écrire. Le professeur réalise alors que l'incapacité de Rommel n'était pas due à un manque d'intelligence, mais à un manque d'attention d'un système qui l'avait marginalisé. En croyant en lui, le professeur lui a rendu sa dignité et son avenir. La dignité, voilà un mot qui résonne avec une force particulière dans les souvenirs d'enfance de la grande poétesse afro-américaine Maya Angelou. En 1940, dans la ville ségrégée de Stamp, dans l'Arkansas, la jeune Maya s'apprête à célébrer la remise des diplômes de son école. Réservée aux Noirs. C'est un jour de fête, de fierté pour toute la communauté. Maya, excellente élève, est radieuse dans sa robe neuve. Mais la cérémonie est brutalement gâchée par l'intervention d'un politicien blanc venu prononcer un discours condescendant. Cet homme énumère les améliorations matérielles prévues pour l'école des Blancs. Tandis qu'il promet à l'école des Noirs de nouveaux équipements sportifs et des ateliers d'économie domestique. Son message est clair et cruel, les enfants blancs deviendront des scientifiques et des penseurs. Tandis que les enfants noirs sont destinés à devenir de bons athlètes, des domestiques ou des ouvriers agricoles. Ce discours écrase l'âme de la jeune Maya et de tous ses camarades, réduisant à néant leurs espoirs et leurs rêves. Le silence qui suit est lourd de désespoir. Mais c'est alors qu'un miracle se produit. Le jeune major de promotion, Henry Reed, tourne le dos au public blanc et entonne l'hymne national afro-américain. Bientôt, toute la classe, puis tous les parents dans la salle, se lèvent et joignent leur voix à la sienne. Les paroles de cet hymne, qui parle de surmonter un passé de larmes et de sang pour marcher vers la liberté, prennent soudain tout leur sens. Cette chanson devient un acte de résistance pacifique, une affirmation éclatante de leur humanité et de leurs valeurs face au racisme institutionnalisé. La communauté entière se relève, unie et invincible, prouvant que même face à l'injustice la plus crasse, l'âme humaine peut toujours choisir de s'élever. Et s'élever face à l'horreur absolue, c'est ce qu'a fait Luba Jerkak dans les ténèbres du camp de concentration de Bergen-Belsen en décembre 1944. Luba, une infirmière juive hollandaise, a déjà tout perdu. Son mari et son petit garçon de 3 ans ont été assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Son cœur est brisé, elle n'a plus de raison de vivre. Mais une nuit, dans le froid glacial de Bergen-Belsen, elle entend des pleurs d'enfants. Elle découvre, abandonnés dehors, 54 enfants juifs hollandais, séparés de leurs parents et laissés pour morts par les nazis. Malgré les avertissements des autres prisonnières qui craignent les représailles mortelles des SS, Luba fait entrer ses enfants dans le baraquement. Elle affronte le commandant du camp avec une audace suicidaire, exigeant du pain pour ses petits. Frappée au visage, elle se relève, les lèvres en sang. Et lui lance avec une dignité féroce qu'il est père lui-même et qu'il ne peut laisser mourir des innocents. Impressionné ou décontenancé, l'officier lui accorde de maigres rations. Dès lors, Luba devient la mère de ses 54 orphelins. Elle vole, elle mendie, elle troque pour trouver de quoi les nourrir. Elle les soigne lorsqu'ils tombent malades du typhus, elle les berce la nuit. Son amour maternel, amputé par la mort de son propre fils, se déverse comme un torrent de vie sur ses enfants. À la libération du camp par les troupes britanniques en avril 1945, au milieu de dizaines de milliers de cadavres, 52 des 54 enfants de Luba sont toujours en vie. 50 ans plus tard, ces enfants devenus des adultes accomplis se sont réunis à Amsterdam pour honorer celle qu'ils appellent leur mère, recevant des mains de la royauté hollandaise une médaille pour son héroïsme. Luba nous enseigne de la manière la plus bouleversante qui soit que l'amour est la seule force capable de triompher de l'enfer.
Enfin, terminons notre voyage par une histoire qui ramène la grandeur au cœur du foyer. Là où l'amour inconditionnel des parents peut accomplir des miracles. C'est l'histoire de Steven Kunishima, un petit garçon né avec un sous-développement sévère du cervelet. La partie du cerveau qui contrôle la motricité. Les médecins annoncent à ses parents qu'il ne marchera jamais, qu'il ne parlera probablement pas et que son intelligence sera gravement altérée. Le choc est immense pour la famille. Mais poussés par l'intuition de la sœur aînée de Steven, les parents refusent le verdict médical. Ils décident de stimuler le cerveau de Steven par tous les moyens possibles. Chaque soir, la famille se réunit sur le sol de la cuisine pour faire la lecture au petit garçon, même s'il semble perdu dans le vide. Incapable de réagir. Ils lui massent les muscles, lui font lécher du beurre de cacahuète pour muscler sa mâchoire, l'assoient près du piano pour éveiller ses sens. Pendant des mois, il n'y a aucun progrès. Le désespoir guette. Mais un soir, le miracle se produit, Steven rampe de lui-même vers un livre. À force de persévérance, d'amour acharné et de stimulation constante, d'autres parties du cerveau de Steven prennent le relais de la zone endommagée. Contre toute attente scientifique, Steven apprend à parler, à marcher avec un déambulateur, puis seul. Il développe une mémoire photographique extraordinaire. Quelques années plus tard, il intègre une école normale, joue au basket. Et écrit lui-même un discours de remerciement pour la première dame d'Hawaï qui honore sa famille. L'histoire de Steven est le triomphe de l'espérance sur la fatalité. Ses parents et ses sœurs n'ont jamais baissé les bras, prouvant que lorsque les flèches d'une famille sont liées ensemble par l'amour, elles deviennent incassables. Toutes ces histoires, chers auditeurs, de Johnny Lingo à Luba Gerkak, de John Baker à la famille Kunishima, tissent la trame d'une vérité universelle, la grandeur n'est pas un don réservé à une élite. C'est un choix quotidien. C'est la décision de sourire face à l'adversité, de tendre la main quand on a soi-même besoin d'aide. De préserver sa dignité quand le monde tente de vous écraser. Ce sont ces petites graines de l'âme qui, une fois plantées dans le terreau de nos vies, finissent par faire éclore les plus belles fleurs de l'humanité. Je vous laisse méditer sur ces récits bouleversants. Portez-les en vous, laissez-les vous inspirer dans vos propres batailles. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez jamais que vous possédez, vous aussi, cette grandeur au quotidien. À très bientôt pour un nouvel épisode.